Alors Pegasus, c'est le nom d'un logiciel espion. C'est un logiciel espion qui est capable d'infecter les Android et les iPhones. On ne parle pas de PC, on parle vraiment que de smartphones et de ces deux marques de fabricants de OS de smartphones. Fabriqué donc par une entreprise qui s'appelle NSO Group, qui est basée en Israël, comme Candiru dont on parlait juste avant. Ça s'explique parce qu'en fait, les Israéliens, les services de renseignement israéliens sont les meilleurs du monde avec les Américains, et ils arrivent à avoir cette porosité entre les services et les entreprises privées. Donc en fait, concrètement, les salariés de NSO, pour beaucoup, sont des anciens des services de renseignement israéliens. Donc tout ce qu'ils ont appris dans les services de renseignement, ils les mettent au profit de l'entreprise. C'est le pantouflage finalement. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Après, on estime que s'ils vont chez NSO, c'est qu'ils sont toujours nécessaires au sein du service de renseignement. Sachant que NSO est aussi utilisé par l'État israélien comme un outil un peu de soft power pour améliorer ses relations diplomatiques avec des pays. Regardez, on vous apporte un outil extraordinaire. Voilà. Ça fait partie de... C'est pas que NSO fait partie de l'État israélien, mais c'est quasiment ça, quoi. NSO vend son spyware à des États, officiellement pour lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme, parce que les criminels et les terroristes, ils sont comme nous, ils ont des iPhones, ils ont des Android. Donc parfois, on estime que le seul moyen, c'est de rentrer dans leur téléphone. NSO est le meilleur du marché. Il y a même pas match, quoi. C'est vraiment les meilleurs. Ils sont capables, en tout cas, ils l'étaient au moment où on publie, d'infecter des iPhones, les derniers modèles, la dernière version à jour, sans aucune action de la part de l'utilisateur, sans aucune trace extérieure de l'activité du malware. C'est-à-dire que ton téléphone, il est sur ta table, il est infecté, il y a toutes tes données qui sortent, peut-être pas toutes, parce que ça prendrait un peu de temps, mais il y a par exemple toutes tes photos ou tout ton historique de géolocalisation qui sort, ou tous tes messages WhatsApp, et tu ne te rends compte de rien. Rien du tout. J'ai lu un article très récemment, je crois que il me semble que c'est le Citizen Lab, comme quoi il y a un journaliste américain qui, on a découvert qu'il avait été infecté par Pegasus plusieurs fois même. Ouais, tu peux peut-être nous en parler, mais parce qu'il a enquêté sur des précédents hacking. Bah oui, c'est une des... Alors c'est pas une de nos révélations entre guillemets du groupe dont j'ai fait partie, mais c'est arrivé juste après. Effectivement, un journaliste qui s'appelle Ben Hubbard, de mémoire, c'est ça, qui non seulement avait été piraté auparavant, a enquêté là-dessus, et cette enquête lui a valu d'être réinfecté. Et d'où ma question. Ouais. Est-ce que vous posez la question, parfois, maintenant que tu as enquêté sur Pegasus, de se dire, potentiellement, je suis une cible, et comment je fais pour deal avec ça, avec comment je fais pour m'endormir le soir? Alors, c'est affreux. Objectivement, c'est affreux parce qu'on se rend compte en bossant sur ce genre de sujet qu'en fait, nos iPhones, nos téléphones sont des gruyères. Oui, sont des gruyères, mais c'est surtout sont toujours avec nous. Et on en a une utilité folle et on peut pas vraiment s'en passer, professionnellement, personnellement. Et du coup, c'est vrai que le poison de la suspicion et de la méfiance s'instille tout de suite et c'est hyper compliqué. Et ce serait que niveau personnel, ça irait. Mais là, on se dit, en fait, je peux si je fais pas gaffe, si on commence à discuter d'un truc alors qu'on a laissé le téléphone à proximité même éteint, bah en fait, ça peut mettre des gens en danger. Et ça, c'est pas une manière dont les journalistes devraient travailler. En fait, on le fait parce qu'on est obligé, mais en fait, dans un monde idéal, ça ne devrait pas arriver. Et ça arrive, pourquoi? Parce que ce logiciel, qui est soi-disant vendu pour des causes que personne ici ne remet en cause, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la criminalité organisée, est en fait complètement dévoyé par les clients de NSO pour viser des journalistes. Il y a plusieurs journalistes en France, des journalistes de Mediapart qui ont été infectés par Pegasus. Il y a des journalistes marocains qui ont été infectés par Pegasus. Il y a des défenseurs des droits de l'homme, des avocats. Ça, jamais de la vie, c'est censé être l'utilité. C'est censé arriver, c'est censé être l'utilité de Pegasus. Pourtant, et alors même que Pegasus jure qu'ils contrôlent, ils enquêtent, c'est depuis 10 ans que cette entreprise existe. Ça fait 10 ans que son outil est utilisé pour faire n'importe quoi et surtout pour faire des choses qui ne sont pas censées arriver. Justement, sur la typologie un petit peu des clients, des personnes qui déclenchent ces attaques, on sait aujourd'hui quelles entités achètent Pegasus? Alors, nous, dans notre projet, on s'est penché sur une dizaine de clients. Certains sont des démocraties. Je dis démocratie avec des guillemets parce que par exemple, la Hongrie de Viktor Orban, ça fait quelques années qu'elle est en train de glisser peu à peu vers autre chose que la démocratie. L'Inde, pareil, sous Narendra Modi, l'Inde, c'est quasiment... Enfin, on dit que c'est souvent que c'est la plus grande démocratie du monde.
demande à un opposant indien s'il a une démocratie, il te rira au nez. Donc c'est des démocraties de façade. Donc on peut à la limite envisager que NSO puisse leur vendre. Pourtant, évidemment, la Hongrie a espionné des journalistes, a espionné des activistes, l'Inde a mis tous ses principaux opposants sur écoute. Donc, voilà, il y a ce premier type de client. Le type de client où on pourrait se dire, ok, NSO avait peut-être des raisons, et ok, bon, elle s'est fait duper. En revanche, NSO vend à des pays comme le Maroc, le Kazakhstan, le Mexique, qui sont de notoriété publique. Il suffit d'ouvrir la page Wikipédia du pays pour savoir que les services de sécurité, qui peuvent par ailleurs faire des choses justifiées et intéressantes, ont une histoire remplie d'abus, de répression, de journalistes sous surveillance, d'activistes des droits de l'homme emprisonnés. Donc voilà, nous on l'a prouvé, mais pourquoi? La question se pose vraiment de pourquoi NSO à un moment s'est dit oui, notre outil sera bien utilisé dans les règles dans ces pays-là. Ça dépasse un peu l'entendement. En tout cas, mon entendement à moi. Et est-ce que donc ces pays, j'ai vu notamment que on soupçonnait, je crois, le Maroc, par exemple, d'avoir fait des espionnages sur des personnalités françaises, si je ne me trompe pas. D'un point de vue géopolitique, est-ce qu'il y a quelque chose se passe ensuite? C'est-à-dire que... Parce que on n'a rien entendu, il n'y a pas eu de déclaration officielle. Il y en a eu, mais des très très laconiques. Où la France a communiqué 2 minutes et après, donc il se passe forcément des choses derrière. Alors oui. Alors déjà, tu as raison de dire c'était laconique, c'était extrêmement laconique. Donc pour rappel, à la fois en France, il y a des infections avérées de journalistes, d'avocats, de militants par le Maroc. Et de proches du gouvernement. J'y viens. Et il y a des ciblages. C'est-à-dire, on a la preuve que à un moment, le client marocain de Pegasus s'est dit « je vais rentrer le numéro dans le système en vue d'un potentiel piratage ». On ne sait pas si ce piratage il est jusqu'au bout. Parce que pour le faire, pour savoir ça, il faut avoir examiné le téléphone. On a pu examiner le téléphone de journalistes. Mais pas de tous. Pas d'Emmanuel Macron. Vidéo. Donc, il y a un peu ces deux choses-là. Ça a beaucoup surpris l'État français, les services de renseignement. Ils l'ont pas vu venir. Ils l'ont pas vraiment vu venir parce que pour eux, Pegasus, c'était un outil, notamment parce que NSO est allé voir la France pour le lui vendre. C'était un outil qui pouvait servir à attaquer mais jamais de la vie se sont dit en fait, mais ça paraît un peu naïf rétrospectivement, mais à aucun moment ils se disent en fait, il faudrait peut-être qu'on se préoccupe de tous ces clients de NSO qui sont là et qui ont juste à saisir 10 chiffres pour rentrer dans le téléphone de n'importe qui chez nous, que ce soit le président, les ministres, etc. Est-ce que c'est bien raisonnable que des appareils produits par d'autres pays, sur des OS faits par d'autres pays, soient utilisés par les personnes les plus importantes de notre gouvernement? C'est un vaste sujet. Alors, il n'existe pas de modèle équivalent de téléphone qui soit aussi performant qu'un Android ou qu'un iPhone, qui soit sécurisé au sens renseignement français, c'est-à-dire capable de faire transiter des informations classifiées. C'est parce que c'est extraordinairement compliqué de faire... La cryptographie, globalement, c'est le truc le plus compliqué de la Terre. Faire un truc qui juste envoie un message texte, c'est hyper compliqué en crypto. Parce que crypto, ça veut dire cryptographie et pas crypto-monnaie. Oui. Évidemment. Et faire un smartphone avec toutes les composantes, les emojis, les images, la navigation sur le web. Le web, c'est affreux le web en termes de sécurité. Ouais. Donc ça n'existe pas, un smartphone sécurisé au niveau secret défense, niveau secret défense ou confidentiel défense. Purement français, mais ils ont pas des briques, tu vois, ou des trucs. Alors ils en ont. Il y a notamment il y a un téléphone, le théorème de Thalès. Voilà. Donc Thalès l'entreprise, théorème le nom du téléphone, mais tous ceux qui ont un jour eu à l'utiliser le disent. C'est affreux, c'est extrêmement compliqué, ça demande plein de manipulations, c'est juste pour envoyer des textos et passer des coups de fil. Et ça nécessite qu'une personne dédiée avec une mallette et tout un système de communication soit en permanence. Et d'ailleurs c'est le cas parce que
en fait, s'il se passe quelque chose de très très grave et que le président de la République à l'autre bout de la planète, il doit être capable dans la minute de pouvoir être en liaison. Voilà. Ou c'est pas beau. Non, c'est pas bon. Elle doit pouvoir être en liaison avec le sous-marin qui va ordonner une frappe nucléaire, par exemple. Donc ça passe par notamment le terme test. Donc ça existe, mais c'est vraiment juste pour vraiment les cas hyper spécifiques. Et du coup, ça n'existe pas, mais même, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand Obama arrive au pouvoir, on lui dit ah bah désolé, en fait vous allez devoir abandonner votre BlackBerry. Et Obama dit mais en fait non, je peux pas abandonner mon BlackBerry, sinon je peux pas travailler, je peux pas être président des États-Unis en fait. C'est mon outil de travail. Quoi. Exactement. Et on peut attendre du personnel politique qu'il soit sécurisé, mais on attend aussi d'eux qu'ils soient efficaces. Et si on leur interdit d'utiliser des iPhones, franchement, c'est comme vous et moi, on sera pas. Plus grand chose. On sera pas. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de solution. Après, d'une part, ils ont un système maintenant de téléphonie fixe au sein des ministères, au sein des services de renseignement, qui permet de manière totalement transparente, vraiment comme un téléphone fixe normal, d'avoir des conversations confidentielles défense, donc le premier niveau. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et surtout, il y a aussi un système de visio, type Skype, mais pour les smartphones, c'est totalement... Voilà. Donc, ils ont aussi des consignes extrêmement strictes qui n'étaient jusqu'à une date assez récente pas du tout appliquées, de laisser les téléphones à l'entrée des salles de réunion. Il n'y a pas de téléphone dans les conseils de ministres, par exemple. Il y a des non. Ah bah là, je pense qu'il n'y aura plus jamais de téléphone portable dans aucune réunion sensible. Ça, c'est sur le sujet de tous ces logiciels, donc tu disais que c'était le meilleur, effectivement, NSO. On en a parlé d'un autre. Le meilleur ou le pire, ça dépend comment. Voilà, c'est ça, dans sa catégorie. Le plus efficace. Plus efficace, on va dire ça. Maintenant que les États-Unis ont mis donc ces outils en liste noire, est-ce qu'ils ont un avenir selon toi? Alors là, NSO fait face quand même à un sacré paquet d'ennuis. Il y a eu cette mise sur liste noire du département de commerce qui est pas tellement... Moi, je l'analyse pas comme un truc qui va l'empêcher de fonctionner, mais c'est vraiment un signal politique. C'est vraiment les États-Unis qui disent, en fait, l'activité de cette entreprise, de Candiru, est une menace pour notre sécurité nationale et notre politique étrangère. C'est extraordinairement fort. Et c'est pas... c'est vraiment... En fait, ces entreprises, elles sont un danger pour les États-Unis. Donc, politiquement, aller ensuite démarcher des pays pour leur dire on a un super outil pour lutter contre la criminalité, ça passera beaucoup plus difficilement. Il y a ça, et juste hier, Apple a annoncé attaquer NSO en justice, notamment pour lui interdire d'utiliser tout logiciel ou tout système d'Apple. Et surtout, ça c'est peut-être encore pire pour NSO, grâce au travail d'Amnesty et surtout du Citizen Lab, a réussi à identifier les victimes, parce que l'utilisation de la faille laissait des traces que Apple a pu retrouver, donc identifier les victimes, notifier les victimes. Et là, toute la journée d'aujourd'hui... Apple notifie actuellement, on va le faire est en train de le faire. Là, aujourd'hui, pendant toute la journée, au Kazakhstan, au Liban, en Arménie, il y a des journalistes, des activistes qui, capture d'écran à l'appui, disent mais en fait là je viens de recevoir ce message d'Apple qui me dit la NSO en fait était dans mon téléphone. J'ai une petite notification. C'est incroyable. Et ça prouve encore à quel point cet outil était dévoyé, parce qu'on peut se dire ok, cet outil ça pose plein de questions, mais cet outil il peut être utile dans certains cas. Et d'ailleurs il y a énormément de pays européens qui l'utilisent. Vous avez vu l'Espagne je sais pas si tu confirmes. Alors il y a plein de pays qui Très bien. Quasiment tous les pays européens l'utilisent à plus ou moins grande échelle. Et la France y compris? Alors non, la France ne l'utilise pas, en tout cas de nos informations, c'est recoupé. La France a décidé, fin 2020, sachant que Pegasus avait une sale réputation, et deux, et ça c'est surtout le plus important, que un espion français, un militaire français, il se méfie de tout ce qui n'est pas français. Et il savait très bien, ce qui est plutôt sain, mais il savait très bien que si on utilisait l'outil de NSO, qui est tellement proche des services de renseignement israéliens, ça revenait en gros à donner les objectifs des services de renseignement français à l'État israélien. C'est peut-être plus compliqué que ça, hein. Il n'y a sans doute pas le Mossad qui reçoit en direct tous les listes de cibles des clients de NSO, mais c'est vraiment l'argument massu pour dire en fait ce truc-là, on ne sait pas comment ça fonctionne. Contrairement à Candiru d'ailleurs, tout est géré par NSO. Il n'y a aucune partie de l'infrastructure qui est gérée par
par le... C'est as a service, quoi. C'est exactement as a service. Moi, on m'a décrit une démo de NSO où c'est vraiment, tu ouvres ton navigateur, tu as une page une interface, tu rentres le numéro de téléphone, tac, tu vas te faire un café, tu reviens et tu as les données qui reviennent. Moi, j'ai une question. Lors de votre enquête, vous avez découvert des cibles et vous en avez contacté pour essayer de savoir si Pegasus était bien installé. Comment les gens, quand on leur dit, voilà, ton téléphone, et en fait, il est épié depuis plusieurs mois, tout ce que tu fais sur ton téléphone, il y a des gens qui le reçoivent, comment ils réagissent? C'est horrible. Il y a personne. Alors, il y a certaines personnes qui réagissent de manière un peu virulente, en mode je le savais, ça me surprend pas, parce que généralement, quand votre téléphone est infecté par NSO, c'est pas la seule manifestation de l'intérêt de l'État. Quand vous êtes journaliste marocain, vous vous faites interroger régulièrement, vous faites de la garde à vue, vous faites de la prison. Voilà. Donc, il y a plein de gens, je pense notamment à une victime que nos confrères belges ont interviewé, dont le père est le Rwandais Paul Rusesabagina, qui donc est incarcéré au Rwanda sur des charges complètement fantaisistes, qui, quand elle l'apprend, dit mais évidemment qu'ils sont dans mon téléphone. Mais évidemment qu'ils sont dans mon téléphone. Parce que par ailleurs, mon père croupit en prison pour être opposant politique, donc bien sûr qu'ils sont dans mon téléphone. Après, il y a toujours une deuxième phase de waouh, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Tu te refais tous les événements. Exactement. Les personnes se disent mais en fait, il y a 15 jours, et ça c'est une victime qui l'a dit, j'étais au chevet de ma meilleure amie parce qu'elle est à l'hôpital. Et en fait, ça me fait... Bien sûr qu'il n'y avait rien d'intéressant pour eux là, mais ça me fait chier qu'ils aient été dans mon téléphone à ce moment-là. Et parfois, il y a vraiment tu sens le poids tomber sur leurs épaules. Et notamment, il y a une image que je trouve extraordinairement forte, qui est visible, d'une personne qui apprend que son téléphone a été mis sur écoute. C'est dans le trailer que Forbidden Stories a sorti au moment de la publication, où on voit une journaliste azérie vraiment l'apprendre, et on voit que vraiment pour elle c'est horrible, quoi. C'est vraiment la pire nouvelle possible, et alors même que je reconnais cette musique, c'est la musique de Forbidden Stories, c'est le trailer qui arrive. Voilà. C'est la personne de gauche. And what does that program do? It's transmitting your messages, your images, just everything that happened on your phone. Shit. Effectivement, c'est pas la meilleure nouvelle. Sachant que c'est une personne qui a découvert des micros dans ses toilettes, qui a fait plein de passages en prison, qui continue à bosser, qui si un jour j'ai le millième de son courage, ce sera incroyable. Et là, on sent que vraiment apprendre que Pegasus est sur son téléphone, parce qu'en fait, peut-être que les gens qui nous regardent ne se rendent pas compte, mais quand on est journaliste, le truc le plus précieux que tu as, c'est les discussions que tu as avec les gens. Et aujourd'hui, les discussions que tu as avec les gens, en fait, c'est sur un téléphone. Et le secret des sources, c'est pas juste un truc mignon ou tu vois, une petite mascotte qu'on brandit comme ça. C'est vraiment un truc hyper important qui fait que les gens nous parlent, en fait. Et si on laisse ce genre de programme infecter comme ça les téléphones des journalistes, et parce qu'il faut aussi comprendre que ce programme est capable de tout faire. C'est ça aussi le côté incroyable de ce logiciel, c'est qu'il est capable, soit en flux, soit en stock, soit en temps réel sur le téléphone, soit d'aller récupérer dans le téléphone les données de n'importe quelle application, quoi qu'il se passe sur le téléphone. Y compris Signal, y compris Telegram. Y compris Signal, parce qu'en fait Signal c'est génial, ça chiffre de bout en bout, mais une fois que c'est sur le téléphone, c'est pas chiffré. Donc, évidemment. Voilà. Alors c'est un peu plus compliqué, depuis très peu de temps Signal a bougé un truc qui fait que c'est un peu plus compliqué quand même, mais donc utiliser Signal c'est super. Mais donc voilà, c'est hyper important, et pour un journaliste en particulier, pour un activiste aussi, c'est valable aussi. Quelqu'un qui a des discussions et qui a besoin que ces discussions soient à minima discrètes, voire secrètes, c'est horrible de voir Pegasus, de prendre conscience que toute sa vie comme ça a été aspirée.